devant une foule compacte, mais motivée. Alors on est donc sur la présentation d'un procédé constructif d'immeubles en bois dont le nom de code est Sylvania, donc qui est développé par Aquitanis, qui est l'office public de la communauté urbaine de Bordeaux. Voilà, donc ça c'est un peu la carte d'identité d'Aquitanis. Juste un chiffre, on loge à peu près l'équivalent de la population d'une ville comme Bergerac, 33 000 personnes. Donc on exerce les métiers de bailleur social, d'aménageur et de promoteur en accession sociale, entre autres choses, avec une particularité, c'est d'être aussi un des rares organismes en France à gérer des aires d'accueil des gens du voyage. Voilà, on est complètement dans la dynamique du projet de la métropole millionnaire, avec cette ambition de produire 50 000 logements nouveaux. Et donc, dans ce projet, Aquitanis s'engage à tripler sa production pour la décennie à venir. Et donc, dans cette préoccupation de produire beaucoup plus, il faut tenir une équation assez simple qui est ne pas dépenser plus que lorsque l'on construisait 3 fois moins de logements. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire avec les fonds propres de l'entreprise pour construire 850 logements quand on a les moyens d'en faire 350. Et donc, il y a deux choses. Il faut d'abord conventionner avec sa collectivité de rattachement et obtenir une aide financière, ce qui a été fait. Donc, nous avons une ligne de crédit avec la communauté urbaine de Bordeaux à hauteur de 90 millions d'euros qui nous assure de faire le complément de fonds propres dans le différentiel de production entre 350 et 850 logements. Autrement, on aurait été dans l'incapacité de le faire. Et puis, il faut baisser les coûts de construction, sans revenir et sans amoindrir ni la qualité d'usage, ni la qualité architecturale. Et c'est pour ça qu'on va faire la présentation avec 2 équipes d'architectes, puisque dans cette démarche, notre propos est aller vers une démarche industrialisée, mais offrir aux architectes, ou leur laisser du moins, la capacité de faire leur œuvre, donc de jouer pleinement leur rôle de maître d'œuvre, et ne pas se faire imposer un système dans lequel la rationalité de l'industrialisation empêcherait toute créativité, on va dire ça comme ça. Et on va voir si, dans les premières opérations, on a tenu notre promesse. Donc voilà un peu les données de notre quadrature. Et donc ce qu'on voulait absolument éviter, c'est ce qu'on a connu dans les années 60, et on est bien placé, nous, bailleurs sociaux, pour en connaître les méfaits. L'industrialisation a engendré la standardisation du produit logement, une forme plutôt banalisée de l'enveloppe. Et donc on veut échapper à ce double écueil. On a une antériorité dans la démarche à Aquitanis, puisque ça fait depuis 2003 qu'on a démarré un procédé constructif industrialisé, mais qui ne nous permettait que de faire de la maison individuelle. Le propos là aujourd'hui est d'arriver à faire de l'immeuble d'habitation et donc d'aller vers une production de logements collectifs, parce que l'individuel c'est un peu trop facile et puis ça trouve plus sa place avec la rareté du foncier dans la ville déjà constituée de Bordeaux par exemple, ou même dans le périmètre de la Cube. Et en 2012, donc on a créé, depuis 2010, on travaille à créer cette démarche qui s'appelle Sylvania, qui est maintenant aboutie et qui rentre dans sa phase opérationnelle. Voilà ce qu'on faisait donc jusqu'en 2006, la période à laquelle on a introduit l'industrialisation bois. Et donc on a acquis avec un industriel local qui s'appelle Egéris ce savoir-faire de modéliser donc un ouvrage. La petite maison que vous voyez en bas à droite, les murs sont élevés en une journée.
Le clos couvert est réalisé au bout de 3 jours. Et donc, effectivement, il y a un gain de temps extrêmement appréciable. Et à ce moment-là, en 2006, on était à peu près à 1 400 € du mètre carré construit avec ce système-là. Et donc, Sylvania, voilà, c'est pousser le bouchon encore un peu plus loin, aller jusqu'au bout de la logique et voir ce que l'on peut faire en essayant de trouver le carré magique. Donc pour ça, on a travaillé avec une agence d'architecture qui s'appelle l'Atelier Provisoire, qui a fait avec nous la conception de ce système-là. Donc je vais laisser un des représentants, ils sont plusieurs à avoir travaillé à l'Atelier Provisoire avec nous là-dessus, commencer à parler de la naissance du module. Et puis ensuite, on va enchaîner sur la mise en œuvre, la réalisation, avec 2 opérations qui démarrent aujourd'hui. Merci. En fait, moi, je vais être assez brève sur la présentation du système parce que c'est une histoire qui a maintenant 3 ans. Donc, on a eu l'occasion de présenter le système Sylvania à plusieurs reprises avec Bernard Blanc. Et je vous renvoie un petit peu aux documents qui sont distribués ici. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette commande d'Aquitanis, ce projet Sylvania était très, très singulier pour nous parce que d'habitude, quand un maître d'ouvrage s'adresse à une équipe d'architectes, il arrive avec un projet qui, par définition, comporte un programme et un site. Pour travailler, on a besoin de ces deux ingrédients, plus un budget. Et dans Sylvania, point, c'était pas la question. La question, c'était de travailler in abstracto sur un projet d'architecture, mais très théorique, puisque pas de site, mais des applications futures dans des sites à venir. Pas de programme précis en termes de typologie, de nombre de logements, mais des programmes futurs qui allaient pouvoir être construits à partir du système Sylvania. Donc on s'est engagé avec Aquitanis dans un travail de recherche en fait, de recherche et développement. On a travaillé pendant toute une année avec le bureau d'études CETAB et un ingénieur de chez Aquitanis de manière hebdomadaire, très continue, à essayer de se poser la question d'une architecture modulaire, préfabriquée et à ossature bois. Et donc, comme point de départ, nous, à l'atelier, on a quand même souhaité se concentrer sur la question du logement et se dire qu'avec Sylvania, il fallait d'abord se poser cette question du logement et on a repris des thèmes qu'on a à l'œuvre dans l'atelier depuis des années, qu'on travaille sur une maison individuelle ou sur du logement collectif, qui sont des thèmes assez simples, mais qui sous-tendent tout le développement du système. Ce qu'on recherche quand on fait un logement, c'est d'abord... on a posé des postulats assez simples qui paraissent un peu comme des slogans, mais qui sont vraiment des objectifs et que Sylvania doit pouvoir atteindre, selon nous, à travers les équipes qui s'en emparent. Par exemple, le premier, c'est d'arriver à faire de la différence, des logements tous différents. On se disait que effectivement, le logement collectif, quand on y pense, quand on le travaille, il y a une question de répétitivité qui arrive tout de suite. Parce que la répétitivité, elle est économiquement performante. Et bon voilà, il y a cette question de la différence. Comment introduire un élément de différence qui puisse briser la répétitivité et faire en sorte que tous les habitants d'une résidence, par exemple, n'habitent pas exactement le même T4, le même T3 ou le même T5. Des logements tous traversants, c'est une condition pour nous, une espèce de qualité à rechercher, essayer de faire en sorte que on puisse offrir cette possibilité de la double, triple ou 4 orientations quand c'est possible dans un logement parce que les vues, les entrées d'air, c'est ce qui permet de relier le logement à tout son contexte et qui dilate aussi l'espace intérieur et qui le rend beaucoup plus ample, même si on est dans des surfaces rigoureuses, quoi. Il y avait aussi la question de la pièce extérieure. Se dire qu'un logement qui dispose d'une pièce extérieure, c'est un luxe qui nous paraît nécessaire parce que
voilà, de dépasser le petit balcon, le garde-corps, cette question de la vue, mais de vraiment pouvoir offrir des qualités de pièces dans lesquelles on soit dehors et qui prolongent donc à l'extérieur les usages du logement. Il y a un autre thème qui est celui de la pièce en plus. Essayer de travailler sur des pièces qui éventuellement servent à ranger, comme un cellier, comme une pièce noire, mais qui puissent désenclaver ou fluidifier les usages du logement. Ou faire des pièces en plus qui ressemblent à des coins, des espaces indéfinis dans lesquels on peut trouver des espaces de jeu ou de travail ou des coins bureaux. Et puis il y avait un dernier thème qui nous a permis de poser le point de départ du système sylvanien. C'est la question de la réflexion sur la pièce. Qu'est-ce qu'une pièce dans un logement et d'essayer de les penser, ces pièces du logement, sans hiérarchie entre elles, en se disant qu'il n'y a plus de pièces servantes ni de pièces servies, il n'y a pas de pièces mineures ou de pièces majeures, mais de les traiter toutes à équivalence. Et de se dire, une pièce d'eau, ça vaut bien une pièce chambre ou une pièce séjour dans un logement. Alors voilà. Et c'est en partant de la réflexion sur la pièce, on a défini un module, puisqu'il s'agit d'architecture préfabriquée, de bâtiments préfabriqués, un module qui devait être le plus petit dénominateur commun du logement. Et ce module, donc, ça va être la pièce. On aurait pu, comme dans la maison à bon de commande, faire des logements modèles ou des modèles de logement qu'on aurait pu dupliquer. Là, non, le module, l'unité modulaire, la plus petite unité, c'est la pièce. Et dans un logement, la pièce la plus contrainte aujourd'hui, en termes de dimension, c'est la chambre accessible handicapée. C'est la chambre avec la rotation du fauteuil roulant. Et c'est cette chambre qui nous a donné les dimensions du module qui sont de 3,40 par 3,40 habitables et qui sont donc le plus petit dénominateur commun. Cette pièce qui peut le plus va pouvoir le moins. Toutes les autres pièces vont rentrer dans celle-là. Voilà. Et donc ça, c'est voilà, le module en termes de dimensionnement, il est très simple. C'est un carré. C'est un carré parce que géométriquement, il a la possibilité de s'assembler avec tous les autres. Et donc ici, on a une représentation très simple. En assemblant plusieurs modules, on va aboutir à un logement, et en assemblant plusieurs logements à un bâtiment, bien sûr. Alors, par rapport à ça, le module, il est à la fois très très simple. Mais bon, je vous passe évidemment tout le travail de recherche qui a été fait autour. On en a défini 4, des pièces très importantes qui sont la pièce d'eau, la pièce cuisine, la pièce nuit et la pièce libre. Et c'est par l'agencement de ces 4-là qui en fait donne la forme, la partie fermée chauffée du logement. À ça se sont ajoutées beaucoup d'autres pièces extérieures, utiles, raccords, escaliers, etc. Mais toutes dans cette dimension du module pour être facile à assembler. Voilà. Après, bon, je vous renvoie à une petite publication qu'avait faite Aquitanis où sont détaillées toutes les pièces de manière très précise, puisque l'idée c'était d'arriver à faire, à penser, mais à faire préfabriquer par un industriel et chiffrer toutes ces pièces pour pouvoir avoir une maîtrise des coûts, comme il y avait dans le marché à bon de commande 1 et 2. Voilà pour ce qui est du système. Ensuite, je voulais ajouter qu'avec Aquitanis, il y a eu une partie du travail qui consistait à définir donc tout le système avec ses modules et ses pièces et tout ce qui allait avec après. Les unités modulaires, planchers, parois, les toitures, tous les éléments d'ouverture, etc. Mais on ne voulait pas faire un système absolument figé. Ce système, il a une ossature, une partie fixe, qui aujourd'hui se traduit par des éléments informatiques dont les autres architectes après s'emparent pour travailler. Mais on voulait aussi que ça reste ouvert, c'est-à-dire que en fait, chaque équipe de concepteurs qui s'empare du système Sylvania pour faire un projet de logement, eh bien, il va avoir à sa charge le travail d'assemblage, bien sûr, le travail d'enrichir ces assemblages. Nous, on a fait des combinaisons, on est arrivé jusqu'à presque 1000 combinaisons, mais en partant du T1 jusqu'au T5, mais il y en a d'autres peut-être. Et puis, donc le travail d'assemblage, mais aussi d'enrichir peut-être ce qu'on a
appelez-nous la partie catalogue, qui est tous les matériaux, les familles de parois, de pouvoir faire un système qui reste suffisamment ouvert pour que à chaque projet, il y ait des apports possibles. Voilà. Et puis à chaque projet, évidemment, se posera la question de faire, à partir de ce système, un projet d'architecture, c'est-à-dire de le situer dans un site et de le faire vivre avec ce site. Alors, deux exemples. Ouais, juste un choix donc pour que le système puisse fonctionner de façon fluide, il nous fallait un industriel. On est soumis au code des marchés publics, donc il y a toute une mécanique juridique et administrative à mettre en place. Donc on sélectionne un industriel avec lequel on contractualise pour au moins 4 années de production. Donc on lui assure un volume de production et nous on s'assure de n'avoir qu'un interlocuteur de façon à pouvoir avancer efficacement. Et puis de l'autre côté, il fallait qu'on sélectionne aussi des équipes d'archers et qu'on ne parte pas sur le principe de chaque fois avancer en poussant le bouchon devant nous, là, où on a un projet, on fait un concours, où on fait une mise en concurrence d'équipes. Là, on s'est dit, on va faire une mise en concurrence d'équipes tout de suite et on va en retenir une douzaine. Et réglementairement, juridiquement, on a le droit de travailler quand on veut avec ces 12 équipes sans repasser dans toute la moulinette assez pesante qui s'impose à nous au plan réglementaire. Donc quand on a levé ces 2 obstacles, avoir un industriel attitré, avoir 12 équipes attitrées avec lesquelles on peut passer commande immédiatement, on a la mécanique fluide qui nous permet de produire quasi en continu, sauf débordement de projets, ce qui est le cas actuellement, puisque il y a plusieurs équipes d'archi en ce moment qui poussent et avancent leurs projets, et l'industriel, lui, doit commencer à réguler ses commandes. Et donc voilà, c'est un point sur lequel on n'avait pas prêté attention et qu'on va essayer maintenant de perfectionner. Donc il y a une fluidité industrielle, on n'est pas de l'école taylorienne, donc on maîtrise ni fordienne, donc on ne maîtrise pas bien encore toutes ces mécaniques-là, mais ça va venir. Et donc on a là maintenant l'ensemble des éléments, vous l'avez vu, on a le module, on a l'industriel, on a les équipes d'archi et on a pu s'engager sur les projets. Nos premiers projets démarrent sur toute la cube. Je crois qu'il y a une petite carte qui montre quelques programmes qui démarrent, dont 2 qu'on va vous présenter de façon un peu plus détaillée. Un avec l'atelier provisoire sur une commune qui est Villeneuve-d'Ornon, qui est un exemple radicalement différent du second. On est sur un terrain nu. Voilà, il y a peu de construction autour. On fait ce qu'on veut. On y va, c'est une page vierge. La deuxième opération qu'on va présenter avec la deuxième équipe, là au contraire, on est sur un site déjà construit, très dense, un ensemble de barres assez hautes des années 60, et on va essayer de venir s'immiscer, de densifier cet ensemble-là, de façon plutôt intelligente tant qu'à faire. Voilà, donc 2 situations radicalement différentes qui nous permettent de montrer comment Sylvania peut s'adapter au site, et puis 2 équipes d'architectes aussi, assez différents l'un de l'autre, et on va voir est-ce qu'il y a une différence d'écriture architecturale, une différence de façon de s'approprier le système Sylvania pour faire face à ces situations particulières. Donc premier site avec l'atelier provisoire. Alors le premier site, la première commande donc de Sylvania adressée à l'atelier provisoire, suite à la mise au point du système, c'était 25 logements à Villeneuve-d'Ornon. C'est un site qui est situé dans un lotissement. C'est un lotissement, alors on voit en haut à gauche de l'image en bleu le contour du lotissement, et puis on a une petite figure géométrique qui dit l'îlot dans lequel on devait travailler. C'est un lotissement, et en plus c'est un lotissement bordé de lotissements. Villeneuve-d'Ornon est une ville assez basse. Le tissu, c'est plutôt des maisons individuelles et des jardins.
Donc, avec des bâtiments disjoints, il y a très peu de mitoyenneté dans cette ville qui est plus relâchée. Et donc l'îlot prend place dans un lotissement lui-même en construction, en développement, avec des gabarits construits un peu différents. Il y a majoritairement de la maison individuelle et puis on a aussi des petits immeubles en R+2 ou R+2 plus attiques. Nous, ce qui nous a frappé dans ce site, s'il y avait vraiment une caractéristique, la première à retenir, c'était qu'on était face à un tissu assez relâché où les bâtiments étaient donc pas continus et où ce qui les reliait entre eux, c'était le paysage et le paysage façonné par les jardins qui étaient autour des maisons, des jardins qui avaient une trentaine d'années. Alors évidemment, on travaille dans un site cette fois. On sait qu'on va travailler avec Sylvania. Évidemment, d'abord, on regarde ce site avec attention. Là, on vous restitue au moins un autre élément fondamental. Tout à l'heure, j'ai parlé de la forme du lotissement, de la forme urbaine. Et là, il y a une contrainte très forte, c'est que ce lotissement est adossé à l'autoroute Bordeaux-Toulouse. Donc, évidemment, c'est une contrainte de bruit très forte, une contrainte de recul très forte. Donc, le travail suivant, c'était de délimiter un espace constructif. Quelle était la surface constructible sur cette parcelle? C'était la figure qu'on voit à droite. Et puis la deuxième chose, c'était à partir de là, comment s'emparer de ce site avec Sylvania. Et pour nous, ça a été d'appliquer la trame constructive donnée par Sylvania, qui est la fameuse trame dont on a parlé tout à l'heure, la trame du module, le 340 par 340, qui définit une grille et que l'on a appliquée sur cette surface constructible. Alors évidemment, on applique cette trame constructive, on tient compte aussi de cette parcelle, de son découpage. C'est un îlot qui vient en bout de lotissement, qui touche une raquette de retournement, donc on a un angle et on s'est dit qu'on allait travailler avec ces deux angles, l'angle qui est l'angle de la desserte et l'angle qui est celui de l'angle de l'aire de retournement. Autre thème de réflexion pour nous sur ce projet, la figure que vous voyez à gauche, c'est un plan d'une école en Suisse, c'est une école d'Olgiati. C'est une figure qui nous intéresse beaucoup parce que dans ce travail qu'a fait Olgiati, et c'est souvent dans le travail qu'il fait, il y a une attention complètement égale à l'espace de desserte des fonctions et les fonctions elles-mêmes. Là, c'est une petite école. On voit 3 salles de classe qui sont desservies par un espace qui est en gris. Et l'espace est aussi bien déterminé par les espaces qu'il dessert, mais éclairé, traité avec la même qualité, le même souci que les espaces de la salle de classe. Et cet espace de liaison, on appelait ça le vide liaison. Nous, c'était quelque chose qui a un peu fondé une donnée importante du projet à Villeneuve-d'Ornon. Et on a restitué ce gris, ce blanc sur la parcelle, c'est la figure qu'on voit à droite. Ça a été un point de départ, se libérer de la trame constructive de Sylvania, ou plutôt penser à autre chose, et ne pas penser qu'à la trame constructive de Sylvania. C'était comment repenser le travail sur cette parcelle. Et ça s'est passé par penser le vide à l'intérieur de cette parcelle et penser à comment on peut desservir des logements. Comment on peut, dans cette parcelle qui est certes complètement libre, et on va dire qu'il y a pour seule contrainte un endroit, une zone de desserte et une très forte contrainte qui est une autoroute, comment restituer de la qualité à cette parcelle. Voilà, c'était d'abord traiter ce vide qui allait diriger les habitants vers les logements. Donc cette figure à droite que l'on voit, cette figure géométrique du vide, évidemment, elle est un peu aussi soumise à la trame, mais elle définit surtout une façon d'habiter pour nous et une transition entre l'espace public et le dedans et l'habitat. Alors, on retranscrit après cette figure du vide par un plan de masse plus classique, où on fait apparaître le système de Sylvania. Quand on a dessiné ça, on est passé par cette figure du vide que je vous ai montrée, et on est reparti, à partir de cette figure du vide, à se dire, c'est d'abord le cœur d'îlot qui va générer les espaces bâtis, et reconstruire un espace paysager à l'intérieur de ce cœur d'îlot, c'était une façon pour nous de relier la parcelle à son contexte. Donc ce qui était important pour nous, c'est refaire un cœur d'îlot,
planter 3 chênes. Les chênes sont des arbres de ce lieu, sont des arbres de cette région. Planter 3 chênes et constituer quelque chose d'assez fort, d'assez doux, retrouver une douceur dans cet espace qui a un bruit d'autoroute qui est quand même très gênant. Reporter les espaces de stationnement à la périphérie de la parcelle et ensuite déterminer des espaces bâtis. 25 logements sur une parcelle comme ça, c'était pour nous plutôt essayer de produire du volume disjoint relié par un espace végétal. Donc c'est assez vite devenu pour nous 4 plots qui contiennent chacun 6 logements, hein, à l'exception de celui qui est en haut à gauche. Et ensuite essayer de toujours penser à cette déambulation de l'habitant depuis l'entrée de sa parcelle, depuis sa voiture jusqu'au logement, et structurer le logement depuis le cœur d'îlot, et ensuite de repartir vers les extérieurs. Là, on voit en fait sur ces plans, on voit vraiment la structure de Sylvania. On se sert de 2 modules pour constituer une cage d'escalier. Ensuite, si on prend par exemple un module de base en bas à droite du dessin, voilà, c'est un plot qui contient 2 logements par niveau, un T3 et un T4. Le T3 contient 6 modules, évidemment une pièce d'eau, évidemment une pièce cuisine, 2 pièces chambres et 2 pièces libres. Et le T4 est constitué de 8 modules. Et chaque logement possède une pièce extérieure. Soit la pièce extérieure est incluse dans le volume bâti, soit, comme on le voit davantage sur la maquette, la pièce extérieure est extérieure au bâti. Ce sont des possibilités qu'offre Sylvania d'avoir des éléments de structure que l'on peut rapporter hors du volume construit chauffé. Enfin, Sylvania, c'est une sorte de grande boîte où on choisit des parements, on choisit des planchers en fonction des éléments de structure, on choisit des parois, on choisit des revêtements, des bardages, toujours dans cette question pour nous d'amener un peu de douceur à l'intérieur de cette parcelle et de restituer un lien assez fort à un espace végétal. Sylvania offre des parements en bardage bois, alors on s'est dit on va traiter l'ensemble des sous-bassements en rez-de-chaussée en bardage bois. C'est ce qu'on voit sur cette image qui est représentée par le revêtement. Le balsa représente le bardage bois et les étages supérieurs sont en enduit sur isolation. Et là, on était parti sur une teinte claire qui rappelait davantage les constructions qui sont autour, qui sont toutes en enduit, qui sont des constructions très classiques et très modestes du logement. Voilà, là je vais passer la parole à ADH. Ça c'est une image. Vas-y. C'est la dernière image. Cette image en fait est une vue depuis une des terrasses, c'est une vue sur le cœur d'îlot. Et une vue depuis une des terrasses dans des logements d'un plot sur cette parcelle, où on voit ce qui pour nous était important, de redonner une qualité végétale et redonner des vues à chaque logement, des vues sur un espace planté, et essayer d'éviter des vis-à-vis. Et puis on voit les terrasses, les petites terrasses de ces unités qui se détachent des volumes construits, habitables, chauffés. Bonjour. Donc je viens vous présenter le travail qu'on a mené sur une résidence qui s'appelle Léon Blum à Codéran, avec un choix délibéré plutôt de parler de la façon dont on a travaillé avec Sylvania, plus que du projet lui-même ou du résultat visible et bâti à terme. Parce qu'il me semble, en tout cas nous c'est la façon dont on l'a vécu, et puis ceux de l'agence qui ont travaillé dessus sont là et je pense qu'ils diraient la même chose, c'est une manière particulière de faire le projet. On est parti très enthousiaste sur la démarche, en se disant que c'était intéressant aussi finalement de jouer le jeu et de continuer quelque chose qui avait été entrepris avec plutôt à la fois énormément d'intérêt et de curiosité pour le système mis en place, je dois dire, et pour le travail de l'atelier provisoire. Certainement pour partie parce qu'on s'intéresse beaucoup à la construction, qu'on suit nos chantiers à l'agence et qu'on travaille énormément depuis longtemps déjà sur les questions de la construction bois et de la possibilité de modularité et de répétitivité, en confirmant un peu avec chaque chantier que ce travail-là de malignité ou de répétition des tâches est effectivement un des grands critères d'économie possible en termes de coût et en termes de temps.
Donc on s'est installé dans cette question avec beaucoup d'envie d'essayer, de continuer, et je dirais presque, vous insistez beaucoup sur le fait que ça reste ouvert, que ce soit à compléter, que nous on était partis dans un premier temps avec l'idée que ce serait déjà bien de faire avec ce qui avait été défini. Et qu'avant de se poser la question de ramener des choses en plus, de faire des propositions en plus, de modifier des choses, la porte était ouverte, mais que c'était déjà intéressant dans cette idée qu'il y avait dans ce travail-là une volonté de maîtriser le coût de la construction, et donc de là le prix du loyer ou le prix de la vente, qu'il était peut-être intéressant d'essayer de rester très humble ou très simple avec les outils qui étaient déjà mis à disposition. Il y avait déjà tout un catalogue. On s'est installé, c'est quand même un cas effectivement assez particulier, donc dans cette résidence Léon Blum à Codéran, qui est un ensemble des années 60. On le devine, mais je pense que même une vue aérienne permet de deviner l'architecture, qui sont des grandes barres en R+5 et R+9 dans un tissu pavillonnaire, donc assez contrasté avec l'environnement. Et puis on a commencé par se demander mais ce que c'était que ce site, d'en regarder l'architecture, la composition, les gabarits, ces quelques images des premières étapes d'études, de relever les végétaux. On est dans une résidence qui était restée assez intègre, qui est bien entretenue et dans lesquelles on sent aussi que les gens sont bien. Et avec une présence des arbres qui est prépondérante. De faire le point sur le stationnement, question non négligeable dans les opérations de résidence, à la fois les stationnements existants et les besoins réels et futurs. De pointer également les questions de constructibilité au titre du PLU. Et je dois dire que le PLU dans ces quartiers-là est plus fait pour le tissu majoritaire de ces quartiers que pour ces résidences qui sont très atypiques. Et du coup, les règles du jeu à respecter ne laissent pas forcément beaucoup de liberté sur les implantations. De regarder la question des ombres. On est en R+5 et en R+9. Et dans la mesure où on avait en fait finalement un programme même assez ouvert au départ, c'était une trentaine de logements, diverses possibilités d'installation. Donc toutes ces questions-là font qu'il y avait beaucoup de choix à faire, et on était donc dans cette question de comment est-ce qu'on vient, avant ces images-là, finalement densifier, compléter cette résidence avec l'idée que c'était finalement une nouvelle étape de la résidence dans son ensemble et non pas un nouveau bâtiment qu'on venait poser à côté ou en plus ou de ceux qui existaient. Avec un facteur aussi dont je n'ai pas parlé là, mais qui sont aussi les gens qui habitent la résidence et qu'on a aussi rencontrés, puisqu'il y avait aussi la question du fait que de nouveaux arrivants ou de nouvelles manières d'habiter jouent forcément sur une petite société de gens qui se connaissent, qui voisinent, qui se voient tous les jours. Ça, c'était un peu une des approches. Alors, je vais citer plusieurs aspects. Pour nous, c'était des démarches parallèles, mais je les ai classées un peu thématiquement. Après, on a commencé à jouer avec Sylvania. Alors là, c'était vachement rigolo, quelque part, parce qu'il y avait tellement de possibilités. Effectivement, tu parlais de 1000 combinaisons. Il y en a sûrement encore d'autres. Alors, on était très rigoureux. On avait regardé les tailles de T1, T2, T3, T4 pour pas faire n'importe quoi. Et puis, on était. Alors, j'ai laissé que cet exemple-là de situation parce qu'il y avait un saule pleureur à cet endroit-là et qu'on a sur cette partie du site tourné autour du saule pleureur avec l'idée que sous un saule, il y avait toujours plein d'histoires. Et les résidents nous l'ont confirmé. Et qu'abattre un saule pleureur, c'était pas possible. Donc sur ce petit coin-là, c'est un des 4 sites qu'on avait retenu pour construire, on a effectivement imaginé différentes manières d'installer le bâtiment, avec également une question sur la transformation des sols, puisqu'on est sur des sols qui sont de toute façon tous occupés, soit par des jardins, soit par du stationnement, soit par de la circulation. Donc vous voyez qu'on pouvait effectivement, sur la base à peu près du même programme et des mêmes attentions, décliner énormément les choses. Et puis on est rentré aussi dans le système Sylvania, c'est-à-dire que Sylvania, il y a une réflexion sur une sorte de boîte à outils maligne et souple et qui reste ouverte, mais il y a aussi une manière de représenter ou de dessiner le projet, puisque derrière tout ça, il y a des bordereaux de prix unitaires, puisque les prix sont déjà négociés.
On avait un petit peu l'impression, je le dis avec le recul de presque naïve ou trop confiante, que tout avait été vu, que tout avait été bouclé, que puisque les prix étaient négociés, tous les aspects de la construction étaient forcément vus. Sinon, on ne voyait pas comment une entreprise avait chiffré. Donc avec une confiance absolue dans le fait que forcément, tout allait découler. Et puis c'est vrai que c'est une gymnastique aussi. Je pense que chaque archi a ses propres habitudes de représentation, d'échelle un peu référente ou significative, de priorité sur les détails ou les façades ou les plans, sur les échelles, Et là, on était aussi dans une forme de codification graphique dans laquelle il fallait rentrer. Donc il y a une espèce de formation. Je dis c'est un peu comme si on avait un nouveau logiciel, puis qu'il fallait l'apprendre avant de bien pouvoir le maîtriser et d'être libre avec. Donc j'ai laissé juste quelques planches, mais que je trouvais significatives, puisque donc selon la question des points porteurs, la question des cloisonnements, la question des ouvertures, la question des typologies de façade, il y a effectivement toute une codification qui est derrière. Et puis tout ça, ça correspond quand même à des programmes. Et on a toujours, donc tout ça, c'est des dessins dans lesquels en fait on a installé des blocs AutoCAD qui étaient créés. Donc il y avait effectivement toute cette approche-là, mais je trouve, alors, bon, c'est vrai que c'est le choix qu'on avait fait nous là, de se dire c'est intéressant de témoigner du travail, de la manière de travailler avec Sylvania, peut-être plus que du projet lui-même. J'ai quand même mis quelques images, mais donc on a des pièces avec des codes couleurs qui permettent de visualiser assez facilement les usages et leur combinaison entre eux. Et puis derrière ça, les vrais plans, avec les plus classiques, disons, dans leur codification. Et puis, continuant sur tout ça, on était voilà, dans un questionnement sur la modularité, la répétitivité constructive, mais néanmoins l'identification, la personnalisation, le jeu sur les matériaux. On a travaillé sur des gammes, sur des objets, des compléments, et on arrivait à un dessin. Les dessins ne sont pas très jolis, mais le projet, nous, on le trouvait très très bien. Avec plein de, justement, tout était un peu différent. Sur la base de quelque chose d'assez strict finalement, on cherchait à identifier un peu toutes les parties, tous les apparts, tous les bâtiments. Donc on avait mis du bois, du métal, de l'enduit, il y avait des claustras, il y avait des coulissants, il y avait des balcons qui étaient intégrés, des balcons qui étaient saillants, il y avait une espèce de petit catalogue, et on trouvait en soi que c'était un joli bâtiment, sympathique, vivant. Puis à un moment, on s'est dit, ouais, mais on est à Léon Blum. On avait un peu, dans le cheminement, finalement, on s'était pris au jeu de Sylvania, avec le sentiment qu'on avait un peu oublié où on était, et que venir mettre dans cette résidence, finalement, des jolies maisons, n'était pas le propos, et quelque part, ne s'installait pas dans Léon Blum, venait plutôt comme un voisin un peu rival à côté des bâtiments existants. Et on a du coup repris absolument tout notre travail. Alors là, cette fois, avec une vraie connaissance du logiciel, disons, si je garde cette image, et en tout cas beaucoup plus d'aisance dans toute la boîte à outils, dans toutes les possibilités, dans les combinaisons, pour revenir finalement à une recherche d'objets assez compacts et qui, dans leur rapport entre eux, retrouvent du dialogue et dans le rapport aux existants, plus que dans des questions de découpe ou de prolifération. On voit là en gris sombre les différentes implantations. Et puis dans une écriture qui accepte de rester assez simple et assez discrète. Alors on devine vaguement, la lecture est pas très bonne, les trames des bâtiments existants. Et c'était vraiment ce travail de rapport d'échelle en fait et d'écriture entre ce R+9 qui existe, ce R+5 et ce R+2 qu'on venait installer. Et puis un travail, alors là je vous promets, le dessin il est super beau quand on le voit bien. On a travaillé sur effectivement du bardage bois en clin vertical, l'azuré noir, avec des balcons qui sont rapportés devant, si on devine un peu quand même, et avec un travail assez poussé d'installation de ces bâtiments sur le sol qu'on a mené avec l'équipe VRD et Paysages d'Aquitanis, en se disant il ne s'agit pas seulement de dessiner des bâtiments mais aussi de les installer, et en ayant le sentiment que ainsi on venait effectivement quelque part continuer l'histoire de Léon Blum et pas faire notre travail de maître d'œuvre à côté d'eux.
Et on est voilà les volumétries assez simples des différents bâtiments qui sont répartis sur la résidence Léon Blum, et puis une vue d'ensemble de toute cette implantation. Ce que je trouvais important de dire, mais comme une sorte de témoignage et de remerciement au travail qui a été fait en amont, c'est que on est effectivement à la fois une sorte de partenariat et de projet collectif, et quand même à chaque fois dans un projet, et que surtout, en tout cas nous, c'est la mésaventure qu'on a eue quelque part, ne jamais oublier, même quand le système ou la démarche initiale est extrêmement fouillée, et vérifiée et nourrie, de regarder où on est, et de rester toujours extrêmement vigilant sur la façon dont on peut venir installer les choses. Et merci encore. Merci. Donc, vous voyez, parole d'architecte après le travail des ingénieurs. On voit qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une appropriation par les équipes d'architectes, qu'ils arrivent à faire quelque chose avec notre système constructif. Et ce quelque chose, ça leur appartient. Les récits sont différents, mais les récits sont habités, pour le coup. Alors maintenant, l'épreuve du feu, c'est dans quelques mois les livraisons, les habitants qui arrivent, qui s'installent. Donc on va découvrir dans quelques mois la qualité d'usage de ces premiers bâtiments. On va vivre aussi la réaction, alors sur la première opération de Villeneuve, des habitants des petites maisons d'à côté, des résidents des petits pavillons autour. Là, on va découvrir sur Codéran la réaction de ceux qui sont dans nos grandes bars et qui vont se retrouver avec des voisins à une échelle beaucoup plus petite. Est-ce qu'ils vont se retrouver tous autour du saule? Ben voilà, c'est l'histoire qu'on va essayer de suivre maintenant, qu'on va se raconter. En attendant, vous pouvez toujours, même si c'est déjà plein à craquer et si tout a été pris d'assaut assez rapidement, aller vivre une première expérience à l'intérieur du premier module Sylvania. Et comme le disait Aline tout à l'heure, le module essentiel auquel tout le monde a tourné autour dans la conception, c'était la chambre. Alors on est allé poser sur la rive droite 2 chambres qui sont occupées depuis lundi soir, qui le seront jusqu'à dimanche soir. C'est 2 fois 2 personnes, comme ils veulent, hein. Ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas. Côte à côte, les 2 chambres, elles sont gardiennées la nuit parce que là-bas, il n'y a pas grand-chose qui se passe quand même. C'est très calme sur la rive droite. Et le matin, on va au saut du lit voir comment ils ont vécu la nuit. Bon, pour l'instant, tout va bien. C'est une belle nuit. On est allé se poser avec la complicité de la ville de Bordeaux. Vous voyez l'image en bas au milieu, juste dans l'axe de la place de la Bourse. Il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y a pas situation plus extraordinaire que celle-là. Ce que c'est pas la ville de Bordeaux, c'est que maintenant, nous, on va essayer de tenir 30 ans sur place pour avoir un droit d'usage et rester là, parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est magnifique. Voilà, on voulait montrer qu'avec Sylvania, il y avait aussi un rêve des 1001 nuits bordelaises, et que dans le cadre d'Agora, on offrait cette possibilité de venir vivre ce moment exceptionnel dans notre première chambre de 3,40 par 3,40. Mais voyez qu'en face, c'est autre chose que nos petits mètres carrés à nous, ce qu'on offre en perspective. Voilà, donc se dire, c'est ça. Le module en situation, à Bordeaux, on peut quand même arriver à se situer à des endroits assez exceptionnels, hein. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc, si vous voulez aller rencontrer ce soir nos 2 autres couples, encore demain et dimanche soir, vous pouvez. On a là le premier vécu en Sylvania. Merci à nos 2 architectes, nos 3, pardon, nos 2 agences, nos 3 archis, de leur témoignage, de venir raconter leur premier vécu avec nous. Voilà, maintenant l'histoire continue, on va se perfectionner, on va avancer, on va faire des petits Sylvania un petit peu partout. Juste pour conclure, c'est 20% de notre production qu'on espère faire de cette façon-là. Tout le reste,
sera fait de façon plus traditionnelle, opération par opération, projet par projet, avec mise en concurrence des architectes et des industriels ou des entreprises au fur et à mesure qu'on va avancer. Merci de votre attention. Tout à l'heure, on poursuivra à 18h30. Je fais, vous savez, comme dans le journal télévisé. Alors, je ne vous dis pas derrière, c'est la météo. On a une deuxième petite présentation, comme hier soir à Arc-en-Rêve, avec l'équipe Lacaton-Vassal, Drouot et Hutin, pour présenter à nouveau notre démarche de transformation du quartier du Grand Parc. Donc pour que ceux qui le souhaitent, c'est l'autre podium. 18h30, l'histoire continue avec GHI. Merci à vous.